Salut les investisseurs, dans cette vidéo, on va mettre à jour notre screener croissance à prix raisonnable pour l'Espagne. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Comme d'habitude, on commence par les critères de ce screener. Donc j'enlève les industries que j'évite, biotech, pharmaceutique, consumer finance, finance en général, banque, assurance et immobilier, l'automobile également. On se concentre sur les sociétés espagnoles cotées en Espagne. On va mettre une market cap de 100 millions d'euros minimum pour avoir des dossiers plutôt liquides sur lesquels la communication est convenable. Un critère de qualité minimale à 7% de rendement des capitaux investis. Un ratio court-bénéfice des 12 prochains mois à 20 fois, donc ça c'est notre critère prix raisonnable. Et une croissance des chiffres d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans de 11%. Donc j'ai un peu baissé par rapport aux autres zones géographiques que j'ai étudiées pour avoir un minimum de dossiers. Parce qu'il y a un peu moins de dossiers en Espagne quand même, c'est un peu moins riche comme cote comparé à la France ou à l'Italie. On y va tout de suite. Comme d'habitude, on va passer en revue les colonnes de cette sélection. Donc vous avez le symbole de cotation de l'entreprise, le nom de l'entreprise, l'industrie dans laquelle elle opère, la capitalisation boursière en dollars, la croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans et sur 10 ans, 3 métriques de valorisation par rapport au passé, valeur entreprise EBITDA, price earning, price free cash flow, une métrique de valorisation par rapport aux 12 prochains mois. Les métriques de valorisation par rapport au bilan, c'est pas très pertinent ici. Le rendement des capitaux investis, une rentabilité plutôt opérationnelle. On va plutôt s'attacher à cette rentabilité-là plutôt qu'au rendement des fonds propres, qui est plutôt pour les sociétés financières et de participation. L'endettement du groupe, le dividende s'il y en a un, le rendement d'actionnaire s'il y a des rachats d'actions ou des dilutions, les free cash flow par rapport au bénéfice net pour vérifier le payout ratio s'il y a un dividende. On commence tout de suite avec le premier dossier de cette liste, Puig Brands. Donc on est sur une société qui opère dans le secteur des parfums et qui est basée à Barcelone. Alors, on est sur une large cap, 9,5 milliards de dollars US, c'est quand même élevé. Une forte croissance, 18,8% de croissance en rythme annualisé sur 5 ans, ça c'est assez fort. La société ne devait pas être cotée il y a 10 ans parce qu'on n'a pas la valeur de croissance du chiffre d'affaires depuis 10 ans. En ce qui concerne la valorisation sur les 12 derniers mois, on est modérément cher, on va dire, pas très cher non plus. Et si on regarde les 12 prochains mois, on est à 13,1. Donc ça, c'est pas, on est en dessous de 15, donc on est pas très cher sur ce dossier. Quand on regarde le passé ou qu'on regarde les 12 prochains mois, si on se fie aux estimations des analystes. Donc ça, c'est pas mal. Bonne rentabilité opérationnelle à 10,3%, ça c'est vraiment pas mal. Un peu d'endettement, mais rien de très lourd. On est à moins d'une fois l'EBITDA en dette nette. Il n'y a pas de dividende versé. Et il y a un rendement de l'actionnaire qui est négatif. Donc il y a eu de la dilution récemment, ou potentiellement un split si Coifin ne prend pas en compte bien les splits. Ça arrive parfois, l'outil ne prend pas en compte le fait qu'on ait divisé le nominal d'une action, ce qui n'a aucun impact sur la dilution ou la réduction, évidemment. Donc ça, à vérifier. Free cash flow équivalent bénéfice net, un payout ratio de 35%, mais il nous indique pas le rendement du dividende, donc il faut aller vérifier à combien il se monte ce niveau du dividende. Sur ce dossier, il faut clarifier cet élément-là. Pourquoi est-ce qu'on a été dilué et pourquoi il y a eu une dilution. Ça veut pas dire que c'est mauvais. Si c'est ponctuel, si en revanche c'est récurrent, la dilution, là c'est moins bien. Ensuite, on est sur Audax Renovables. Donc c'est une société qui fait de l'énergie renouvelable. C'est comme son nom l'indique. On est sur 755 millions de dollars de market cap, 13,7% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, donc bonne croissance. Pareil, la société ne devait pas être cotée il y a 10 ans, puisqu'on n'a pas le chiffre ici. En termes de multiples, en VE sur EBITDA et en price earning, on n'est pas très cher. En price free cash flow, on commence à être cher. Il faut vérifier pourquoi les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Est-ce qu'il y a une dépense en capital ponctuelle élevée? Dans ce cas-là, c'est pas un problème. Si c'est récurrent, là c'est un problème en revanche. Le price earning des 12 prochains mois est à 12, donc c'est pas très cher. Donc là, on a une société de croissance à prix raisonnable. Attention que la dette est un peu lourde sur le dossier, 2,6 fois les bidas en dette nette, ça c'est un peu trop lourd, ça se rapproche de la limite des 3, donc plutôt risqué, à mon avis, à ce niveau-là. Pas de dividende versé. Et on n'a pas l'info sur la dilution, la réduction, donc il faut regarder le nombre d'actions séparément. Donc ce dossier, ça peut être intéressant si la dette baisse un petit peu, et si on comprend pourquoi les free cash flow sont plus bas que les bénéfices nets. Ensuite, Arteche Lantegui Elkartea, donc ça semble être une société basque, on va aller voir de quoi il s'agit, c'est plutôt de l'électricité, transformation de l'électricité. Voilà. On est sur une société qui fait 515 millions de dollars de market cap,
11,9% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Pas coté il y a 10 ans apparemment. 11,6 en valeur entreprise sur EBITDA, 23 en PE, 16,6 en price to free cash flow. Donc à mon avis, les bénéfices sont bas à cause de dépenses non cash, parce que les free cash flow sont plus élevés. Donc, bon, ça à vérifier bien sûr, mais donc on peut ne tenir compte que du multiple de valeur entreprise sur EBITDA et de price to free cash flow ici. Pour ce qui est des price earnings des 12 prochains mois, on est à 17. Ça commence à être un petit peu cher. Bon, il y a une croissance qui est pas non plus extraordinaire. Elle existe, 11%, c'est 12%, c'est bien, mais c'est pas extraordinaire pour avoir une valorisation qui commence à être un peu élevée. Un rendement des capitaux investis qui est à 13,6%, donc bonne rentabilité, ça c'est bien. On est cash net apparemment sur le dossier. Donc ça le dérisque un petit peu, c'est bien. Un dividende de 2,1%, intéressant, mais il y a un peu de dilution puisque on a un rendement d'actionnaire qui est à 1,23%. Donc dommage. Alors on a les moyens de verser ce dividende puisque les free cash flow sont plus élevés que les bénéfices nets. Peut-être qu'on a aussi les moyens de racheter des actions pour compenser la dilution. Ce dossier, pourquoi pas, ça ressemble à un dossier plutôt infrastructure, donc c'est quand même assez visible, assez prévisible comme business. C'est peut-être aussi ça qui explique que les multiples sont un peu élevés, ils sont pas extraordinairement élevés, mais ça un peu trop élevé à mon goût pour une société, on va dire, de croissance à prix raisonnable. Ensuite, Ampere, on est sur une société qui fait des télécoms. Donc, on est sur 243 millions de dollars de market cap, parce que ça commence à être une micro-cap, 18% de rendement des croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans, en augmentation par rapport à il y a 10 ans, puisque c'était 11% avant, donc ça c'est bien, ça accélère. Une valeur d'entreprise sur EBITDA de 5,4, c'est pas très cher. Alors, les bénéfices, le price earning, il a 60. Ça veut dire qu'on a franchi le seuil de rentabilité il y a pas très longtemps, parce que on a des bénéfices nets qui sont assez bas, 4 millions, pour une market cap de 242 millions, ouais, c'est quand même très bas, 60 de PE. Les free cash flow sont négatifs, donc pourquoi? Est-ce qu'il y a une dépense en capital élevée? Si on s'en fie aux prévisions des analystes, on se paye 14 fois les bénéfices futurs des 12 prochains mois, donc c'est pas trop élevé encore, c'est assez raisonnable comme valorisation. Un rendement des capitaux investis qui est assez important, 27,7%, un peu de dette mais rien de significatif, et pas de dividendes versés, ce qui est sain à mon avis si on a des free cash flow négatifs et des bénéfices pas très importants pour l'instant. Un dossier qui m'a l'air peut-être un peu risqué du fait qu'on soit proche du seuil de rentabilité. C'est peut-être un dossier à mettre en watchlist, à surveiller par rapport à la dépense capital et par rapport au free cash flow, et voir si les bénéfices augmentent, ce qui fera chuter assez rapidement le price earning, parce que plus on est proche du seuil de rentabilité, plus c'est facile en fait de multiplier ces bénéfices par 2, par 3, etc. Donc dossier à garder sous le coude, pour l'instant ça me semble un peu compliqué. Ensuite, Squirrel Media, on est sur une société de donc plutôt ils mettent technologie et médias, donc c'est plutôt des médias, parce qu'ils vont publicité, moyens de communication, création et distribution de contenu audiovisuel. On est sur une société qui fait 223 millions de dollars de market cap, 68% de croissance du chiffre d'affaires en rythme annualisé sur 5 ans. Énorme croissance, 37,3 en rythme annualisé sur 10 ans, donc là on accélère fortement sur cette société. On est à 12,8 en valeur entreprise sur EBITDA, c'est pas très très cher, mais on n'est pas rentable. Alors si on est rentable en termes de bénéfices nets, 8,3 millions de dollars, donc on ne calcule pas le PE, mais le PE, si on se le calcule à la tête, de tête, ça doit faire ça doit pas faire énormément de choses, ça doit faire plus de 20 fois, ça fait même, ça fait plus de, ça doit faire 20 fois, ça doit faire entre, on va dire, un peu plus, 25 fois, on va dire, entre 20 et 25 en PE, donc c'est peut-être un peu élevé, mais le price earning des 12 prochains mois, il est à 3,7, quasiment 4, allez, c'est pas cher, c'est pas cher, donc il faut évidemment regarder les prévisions, le modèle de prévision des analystes, mais à ce niveau-là, c'est quand même, c'est pas si cher que ça, un peu d'endettement, 1,5 fois la dette nette sur le EBITDA, mais ça c'est normal, on peut financer la croissance via la dette aussi. On n'a pas vraiment franchi le seuil de rentabilité depuis très longtemps, vu le niveau ici. Donc ça mérite quand même qu'on soit un peu endetté, c'est pas grave, c'est pas trop risqué. 10% de rendement des capitaux investis, donc bonne rentabilité opérationnelle. Par contre, le rendement la dilution, elle m'a l'air forte sur le dossier. Ils ont dû faire une augmentation de capital récemment pour qu'on ait un rendement d'actionnaire qui soit aussi bas. Free cash flow négatif. Ce dossier-là, pareil, c'est un petit dossier à mettre sous le coude, à surveiller, parce que on est proche du seuil de rentabilité, donc la croissance est très forte. Donc il suffit d'une année
supplémentaires, je pense, pour que le groupe devienne structurellement rentable. Conclusion de ce screener, qu'est-ce qu'on va regarder? Bah finalement, c'est pas si qualitatif que ça, hein, ce qu'on voit dans cette liste. Vous pouvez mettre du alors il y a une récente dilution sur PuckBonds apparemment à vérifier, mais si c'est pas récurrent, pourquoi pas aller analyser ce dossier, surtout que c'est une large cap, une large cap quand même, donc c'est pas mal. Les autres, ça m'a l'air un peu plus compliqué. Peut-être que Audax Renewable S peut être intéressant aussi, puisque on a quand même on a un peu de dette, mais si la dette baisse, ça peut être intéressant. Et les autres, à plutôt mettre en watchlist pour voir comment ça se comporte par la suite. Même en fait Arteche et Lantegi, c'est quand même rentable, c'est un peu cher, mais il y a de la croissance, donc pourquoi pas. J'espère que cette analyse vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.